Un verre de vin blanc vide posé sur le bois sombre d'un bureau parisien. Ce cristal terni par les dernières heures de la nuit est le témoin silencieux du drame le plus absolu du cinéma européen. Nous sommes au matin du 29 mai 1982. Paris s'éveille à peine sous une brume grise qui lèche les toits en zinc du 7e arrondissement, rue Barbette de Jouy. Dans cet appartement sinistre et somptueux, décoré d'un mélange schizophrène entre la rigueur viennoise et l'élégance française, Laurent Pétain avance à pas feutrés. Le silence n'est pas ordinaire. Il est lourd, épais, presque physique. La femme que le monde entier a idolâtrée sous le nom de Romy Schneider est assise face à sa table de travail. Elle semble s'être assoupie, la tête doucement penchée, une plume encore fermée sous ses doigts figés. Mais le sommeil n'a rien à voir avec cette raideur. Laurent s'approche, prononce son nom dans un souffle, puis secoue doucement cette épaule qui a porté tant de chefs-d'œuvre. La peau est glaciale. À 5 heures ce matin-là, le cœur de l'icône a cessé de battre, brisé net à l'âge de 43 ans. L'autopsie officielle évoquera une banale crise cardiaque pour sauver les apparences d'une société bourgeoise qui refuse de voir ses propres monstres. Pourtant, la vérité est bien plus sombre. Romy Schneider ne venait pas de mourir ce matin-là. Elle achevait simplement une agonie invisible qui durait depuis exactement 11 mois. Reste à savoir ce qui a réellement poussé cette femme divine à refermer ce stylo avant d'écrire le mot de trop. Sur le bureau, la scène de crime intime révèle les péchés d'une vie de gloire et de cendre. 3 objets y trônent comme les pièces à conviction d'un procès sans juge. D'abord, une photographie encadrée de son fils David, 14 ans, souriant sur sa bicyclette lors de l'été précédent. Un instant d'innocence pure capturé juste avant que le destin ne décide de le broyer. Ensuite, le scénario de son dernier film. Une œuvre ultime qu'elle avait dédiée à la mémoire de son enfant mort, comme une confession publique impossible à achever. Enfin, une boîte de médicaments, des tubes de Séconal éparpillés, certains vides, d'autres écrasés sous la panique des dernières minutes. Le deuil n'est pas une simple tristesse, c'est un poison qui ronge les organes un par un. Romy Schneider avait dû enterrer son propre enfant avant de s'autoriser à s'effondrer. Elle fuyait la réalité dans l'alcool blanc et le silence des nuits parisiennes, fuyant le regard d'un public voyeur qui exigeait d'elle une éternelle perfection dramatique. Les puissants du cinéma l'avaient pressée jusqu'à la dernière goutte de son talent, ignorant les appels au secours d'une âme en ruine. L'argent coulait à flot, mais la solitude de ses murs était totale. Le prix de la gloire se paie toujours en chair humaine. Quand la nouvelle traverse les agences de presse, le temps se fige. La France s'arrête net, l'Allemagne s'effondre, l'Italie pleure sa Madone perdue. À Berlin, Magda Schneider, une vieille femme usée par le cynisme et les souvenirs, lit le télégramme et s'écroule sur le tapis de son salon cossu. Elle vient de commettre le crime suprême de survivre à sa fille unique. Mais c'est un autre visage que les photographes traquent ce jour-là. Sur un plateau de tournage, un homme de 46 ans reçoit le choc de plein fouet. Alain Delon. L'acteur le plus froid, le plus implacable du cinéma français, s'effondre sur une chaise. Ses yeux, d'un bleu d'une cruauté d'ordinaire fascinante, se remplissent de larmes incontrôlables. Il pleure comme un enfant puni, dépouillé de son armure de séducteur. Ce cynique absolu cache un secret depuis 1963. Une trahison originelle que le public n'a jamais soupçonnée et qu'il s'apprête à coucher sur le papier cet après-midi même dans la lettre de rupture et d'adieu la plus déchirante de l'histoire du 7e art. Une missive qui s'achèvera par 5 mots capables de faire pleurer un continent entier. Une question demeure pourtant: pourquoi cet homme si distant porte-t-il une culpabilité aussi dévorante pour une femme qu'il prétendait avoir oubliée? Pour comprendre la trajectoire de cette comète brisée, il faut remonter à l'origine du mal, là où l'innocence a été vendue aux enchères du national-socialisme. Il faut retourner dans les Alpes bavaroises alors que l'Europe se déchirait dans le sang et la fureur. Elle s'appelait Rosemarie Magdalena Halbach. Un nom trop lourd, trop autrichien, qu'elle passera sa vie à vouloir effacer. Elle naît à Vienne le 23 septembre 1938, à peine 6 mois après l'Anschluss, l'annexion brutale de son pays par l'Allemagne nazie. Le monde bascule dans la barbarie, mais pour ses parents, le spectacle doit continuer. Magda Schneider et Wolf Halbach-Retty sont les enfants chéris du cinéma du Troisième Reich. Des marionnettes dorées, photogéniques, dociles. Magda est belle, blonde, arienne à souhait. Adolf Hitler lui-même en fait sa favorite. Le dictateur l'invite au Berghof, sa résidence privée nichée dans les montagnes.
Il existe des photographies de la petite Rosemary jouant à quelques mètres du tyran, sous le regard complaisant d'une mère prête à tout pour préserver ses privilèges économiques et sa gloire surannée. C'est dans ce berceau maudit, payé avec le sang des opprimés, que la future Sissi a appris à sourire devant les monstres. Une éducation de façade qui allait sceller son destin et faire d'elle la victime sacrificielle d'une dynastie corrompue, sans se douter que le pire restait à venir. Ces rumeurs de compromission avec le diable n'abandonneront jamais la mémoire de Romy, mais l'ombre du Troisième Reich n'est pas le seul poison qui coule dans ses veines. Il y a aussi le sang de son père, Wolf Albach-Reti, un comédien autrichien au magnétisme ravageur, un séducteur compulsif, un homme de court volage et surtout, un père désespérément absent. La petite Rosemary ne croise son regard que dans les reflets froids des miroirs de loge, une silhouette fuyante qui préfère les applaudissements du public aux pleurs d'un enfant. Elle le verra peu, beaucoup trop peu pour construire la moindre défense face au monde. Quand elle atteint ses 7 ans, la comédie conjugale prend fin. Le divorce est prononcé en 1945, alors que le grand embrasement mondial s'achève enfin. L'Europe n'est plus qu'un champ de ruines fumantes, un cimetière à ciel ouvert où chacun cherche à laver ses péchés. Magda Schneider, sentant le vent tourner et flairant le danger de ses anciennes amitiés politiques, prend la fuite. Elle embarque ses 2 enfants, Romy et son jeune frère Wolfi, pour se réfugier dans une maisonnette isolée à Schönau am Königssee, au cœur des Alpes bavaroises. C'est le grand paradoxe de sa survie. Tandis que le monde entier découvre l'horreur absolue des camps et accuse l'Allemagne des pires monstruosités de l'histoire humaine, une petite fille court après son chien au milieu de paysages idylliques, entre des lacs d'un bleu d'encre et des sommets d'une blancheur immaculée. Elle ignore tout du poids titanesque que sa lignée va déposer sur ses frêles épaules. La nature est splendide, mais l'air y est déjà irrespirable, car l'enfance de Rosemary n'a rien d'un conte de fées montagnard. L'innocence est un luxe que sa mère décide rapidement d'abréger. À l'âge de 9 ans, alors qu'elle a cruellement besoin de repères, elle est arrachée à sa famille et expédiée au pensionnat de Goldenstein, près de Salzbourg. Un édifice de pierre sombre, un ancien couvent dirigé d'une main de fer par des religieuses qui considèrent le sourire comme une faiblesse et la joie comme un péché originel. La discipline y est militaire. La messe est obligatoire chaque matin à l'aube, les pieds glacés sur les dalles de pierre. Les rares lettres qu'elle tente d'envoyer à sa famille sont lues, raturées, censurées par les sœurs. Le froid s'infiltre partout, dans les couloirs comme dans les cœurs. Des décennies plus tard, en ouvrant les pages jaunies de son journal intime de l'époque, on tombe sur une confession qui glace le sang et résume à elle seule le brisement de son âme. Dans ce pensionnat, écrivait-elle, j'ai appris 2 choses, sourire quand j'avais mal et me taire quand la douleur devenait encore plus insoutenable. Le dressage de la future star venait de commencer dans l'ombre des crucifix. Il existe un détail terrifiant de ces années de réclusion que Romy n'évoquera que bien plus tard, une image nocturne qui l'a poursuivie jusqu'à son dernier souffle à Paris. Dans les dortoirs immenses de Goldenstein, les fillettes avaient l'interdiction absolue de cacher leurs membres. La règle ecclésiastique était inflexible, presque obsessionnelle. Les mains devaient impérativement rester visibles, posées au-dessus des draps, bien en évidence sur la couverture. Pendant la nuit, une monge en robe noire parcourait les allées sombres, une lampe torche à la main, traquant la moindre dérive charnelle. Si par malheur une enfant endormie laissait glisser ses mains sous la literie pour chercher un peu de chaleur, la religieuse la tirait brutalement de son sommeil par un coup sec et violent en pleine joue. Cette violence gratuite, déguisée en vertu chrétienne, a brisé quelque chose de fondamental chez l'enfant. Romy confiera à plusieurs reprises qu'elle n'a plus jamais connu le sommeil réparateur après cette expérience. Toute sa vie, même adulte, même au sommet de la gloire, elle s'obligera à dormir les mains bien en vue sur le couvre-lit. Le message était ancré au plus profond de sa chair, le corps était une menace permanente, l'intimité cachait un péché immonde, et s'endormir revenait à se livrer totalement désarmé à la cruauté des autres. Pendant que Rosemary dépérissait derrière les murs fortifiés de Goldenstein, sa mère, elle, ne perdait pas son temps à Munich. Magda Schneider a toujours eu le génie des affaires et du placement opportuniste. Elle vient de mettre la main sur l'homme idéal pour relancer sa propre carrière déclinante et capitaliser sur l'avenir. Il s'appelle Hans Herbert Blatzheim.
C'est un homme d'affaires allemand redoutable, un magnat de la restauration et de l'hôtellerie, immensément riche, glacial, dévoré par une ambition mercantile sans limite. Les rares visites de Romy au domicile maternel, 2 fois par an pour les vacances, se transforment en séances de torture psychologique. Magda observe sa fille avec l'œil clinique d'un maquignon évaluant une bête de somme. Elle la trouve tantôt trop maigre, tantôt trop grosse, trop effacée ou d'une insolence insupportable. Lors d'un de ces déjeuners étouffants de reproches, la mère lâche une phrase assassine que Romy transcrira plus tard avec une amertume intacte, une sentence qui résonne comme une malédiction. « Tu as tout intérêt à être belle, ma petite fille, parce que pour ce qui est d'être intelligente, je sais déjà que tu ne l'es pas tellement. » Le décor est planté. Le mépris maternel devient le moteur d'une machine à broyer. En épousant Magda en 1953, Blatzheim ne s'offre pas seulement une actrice sur le retour pour redorer son blason. Le prédateur financier comprend immédiatement qu'il vient de mettre la main sur un trésor bien plus lucratif, une adolescente de 14 ans dotée d'un visage d'une pureté absolue que l'objectif de la caméra semble vouloir dévorer. Ce beau-père, que Romy n'évoquera jamais qu'avec une distance polaire, a une illumination purement commerciale. Pourquoi ne pas transformer cet enfant malléable en une usine habillée vert, à l'âge de 15 ans à peine, sans avoir achevé son cursus scolaire, sans avoir jamais pris la moindre leçon d'art dramatique, Rosemary Halbach est jetée en pâture au projecteur de son premier long-métrage. Elle partage l'affiche avec sa propre génitrice, une mise en scène incestueuse de la transmission artistique. Le public allemand, encore traumatisé par la guerre et en quête de pureté factice, s'enflamme immédiatement pour cette nymphette qui possède la fraîcheur feinte de Magda et les yeux immenses et mélancoliques de son père. Une promesse de renouveau pour une nation coupable. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ses sourires de façade et la manière dont cette industrie va vampiriser son adolescence, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer, car la suite de son histoire va révéler la cupidité absolue de ceux qui prétendaient la protéger. Pourtant, la jeune Rosemary ne nourrit aucun rêve de strass et de tapis rouge. Son ambition est ailleurs, plus noble, plus secrète. Elle supplie qu'on la laisse étudier le dessin, l'histoire de l'art, elle veut voyager incognito, elle exige sa liberté avec l'énergie du désespoir. Mais le capitalisme familial a déjà scellé son sort. Son beau-père a décidé qu'elle serait actrice et rien ne pourra fléchir sa volonté de faire. C'est alors que se produit le miracle que personne n'avait anticipé, pas même elle. Face à l'objectif, l'adolescente de 15 ans dégage une lumière presque irréelle, une spontanéité désarmante, une photogénie insolente qui crève l'écran. L'industrie cinématographique d'outre-Rhin, exsangue et en quête désespérée de nouvelles idoles pour faire oublier les années noires de la propagande nazie, tient enfin son miracle. Ils ont trouvé le visage de la rédemption, un visage vierge de tout soupçon, une innocence sur commande. En 1955, alors qu'elle vient à peine de fêter ses 16 ans, on lui pose sur la table le contrat du rôle qui va faire sa gloire planétaire et précipiter sa destruction intime. C'est le costume d'une impératrice qu'on lui ordonne de revêtir. Une souveraine adolescente, divine, naïve, insoumise, une princesse bavaroise qui épouse l'empereur François-Joseph d'Autriche à l'âge de 16 ans, le miroir parfait de sa propre cage dorée. Un personnage que l'Europe entière va aduler sous un diminutif gravé dans le marbre du cinéma. Sissi. Le réalisateur Ernst Marischka cherche une comédienne dont la ressemblance avec la véritable Élisabeth d'Autriche est si troublante que le spectateur n'aura aucun effort d'imagination à fournir. Il la trouve en Rosemary Halbach. Mais pour parfaire l'illusion et couper définitivement les derniers ponts avec son passé, il décide d'effacer son identité de naissance. Il la rebaptise d'un trait de plume. Désormais, pour le monde entier et pour son propre malheur, elle s'appellera Romy Schneider, sans savoir que ce nouveau nom est en réalité l'arrêt de mort de la femme qu'elle aurait dû devenir. Le premier volet de la trilogie Sissi déferle sur les écrans à la Noël 1955 et une vague de démence collective s'empare instantanément de l'Europe entière. En Allemagne, les tiroirs-caisses des cinémas s'affolent, brisant tous les records de fréquentation jamais enregistrés dans l'histoire de l'industrie. En Autriche, l'hystérie collective est telle que les directeurs de salles doivent programmer des projections clandestines à minuit pour calmer une foule en transe qui exige sa dose de rêve. De Rome à Paris, de Madrid jusqu'aux confins de l'Amérique latine, ce visage d'ange devient l'effigie absolue d'une époque traumatisée par la guerre qui refuse de regarder ses propres plaies.
C'est précisément ici que le piège se referme avec une cruauté inouïe. Car pendant que le vieux continent se complaît dans cette imagerie de carte postale, adorant cette nouvelle princesse de celluloïd, Romy Schneider, du haut de ses 17 ans, commence déjà à vouer une haine viscérale au monstre de pureté qu'elle a engendré. Sissi incarne tout ce qu'elle exècre, une poupée soumise, d'une douceur confinant à la stupidité, une impératrice de conte de fées condamnée à sourire sur les décombres d'un empire en ruine, alors que sa propre vie n'est qu'une cage dorée. Mais le public est un dieu capricieux qui exige son sang sacrificiel. Et son beau-père, Hans Herbert Blatzheim, qui compte et administre le moindre centime de ses cachets avec une rapacité de banquier, flaire le filon d'or. Un deuxième film est mis en chantier. Le tiroir-caisse résonne encore. Un troisième suit immédiatement. Pulvérisant les statistiques financières de l'industrie cinématographique, la machine industrielle exige alors un quatrième viol artistique, une nouvelle suite pour gaver les actionnaires. C'est à ce moment précis que l'adolescente de 19 ans, portée par un instinct de survie que personne dans son entourage n'avait vu venir, prend son destin à bras-le-corps. Elle prononce 3 mots qui vont faire trembler les manias du cinéma allemand. Elle dit non. Ce refus est une déclaration de guerre ouverte à la bourgeoisie allemande qui pensait posséder son âme. L'Allemagne ne pardonne pas aux traîtres, encore moins à ses idoles nationales. La presse d'outre-Rhin se transforme instantanément en une meute de loups enragés, qualifiant la jeune fille d'ingrate, de capricieuse, de folle alliée imbue d'elle-même. Le magazine le plus influent du pays publie un éditorial d'une violence inouïe où l'on accuse la petite fille de Heidelberg d'avoir oublié les mains qui l'ont créée et nourrie. Mais Romy a déjà tourné la page de cette hypocrisie collective. Elle veut vivre, elle veut souffrir, elle veut Paris. En 1958, la capitale française est le centre névralgique de la création mondiale, le berceau de la nouvelle vague, le laboratoire fiévreux où s'inventent de nouveaux langages visuels et de nouvelles manières de consommer la pellicule. Romy refuse d'être une relique animée pour touristes, elle exige de devenir une actrice de chair et de sang. Un aristocrate italien exilé en France, un géant du cinéma nommé Luchino Visconti, décèle sous le vernis de la princesse une fêlure tragique et sombre que personne n'avait osé exploiter. Il lui offre le premier rôle dans Christine, un mélodrame romantique lourd de menaces et de larmes. Romy plie bagage, fuit la tutelle de son beau-père et débarque sur le plateau par un lundi d'hiver glacial. Ce matin-là, dans la pénombre des studios, sa trajectoire se brise définitivement en deux. Son partenaire de jeu est un inconnu total en dehors des frontières de l'Hexagone. Il a 22 ans. Sa beauté est une insulte à la morale, d'une insolence presque indécente, portée par des yeux qui ont la couleur précise de la mer Méditerranée les jours de tempêtes sourdes. Il s'appelle Alain Delon. Entre la star autrichienne habituée aux courbettes et le voyou des faubourgs parisiens, la décharge électrique est immédiate, effrayante de pureté sauvage. Visconti, tapi derrière son objectif comme un voyeur d'âme, observe le magnétisme de ces deux fauves et murmure à l'oreille de son assistant une sentence qui va sceller leur destin pour les décennies à venir. Ces deux-là ne pourront plus jamais se séparer, même si l'enfer s'interpose entre eux. Le cinéaste ne croyait pas si bien dire. À la moitié du tournage, l'intimité professionnelle s'est muée en une dépendance psychologique totale. Ils déjeunent ensemble, partagent leurs repas, errent le long des quais de la Seine, jusqu'à ce que l'aube vienne blanchir le ciel de Paris. Le contraste entre leurs trajectoires est total, presque grotesque. D'un côté, une jeune fille de bonne famille élevée dans la terreur psychologique et le froid des couvents catholiques. De l'autre, un écorché vif, produit d'un divorce destructeur, expulsé de 3 établissements scolaires pour indiscipline, ancien fusilier marin ayant traîné sa fureur et ses démons dans la boue de la guerre d'Indochine. 2 mondes inconciliables que tout oppose, attirés par la force invisible d'un aimant destructeur. Pour les gazettes allemandes, le verdict tombe comme un couperet. C'est une trahison nationale impardonnable. Romy Schneider, le symbole de la vertu germanique, vient de se jeter dans le lit d'un Français sans éducation, sans principe, sans passé. Un paria. Mais Romy n'en a cure. Elle savoure enfin son insoumission. En mars 1959, au fond d'un café romain étouffant de fumée de cigarettes et de murmures de paparazzi, Alain Delon se laisse glisser à genoux devant celle qu'il appelle déjà sa petite poupée. Il lui tend une bague de fiançailles ornée d'une petite émeraude, discrète mais lourde de promesses de liberté.
Elle prononce le grand oui qui va sceller son exil définitif. L'image fait le tour du monde, s'étalant en première page des tabloïds de la planète entière, choquant les bourgeois et fascinant la jeunesse. Ils ont 20 et 22 ans, et la plus belle saison de la vie de Romy Schneider s'ouvre enfin, loin du giron toxique et des mains baladeuses de Blatzheim. Il s'installe dans un appartement parisien où Romy se transforme en Pygmalion secret pour l'homme qu'elle aime. C'est elle qui façonne ce diamant brut. Elle lui présente les producteurs influents de son réseau, lui enseigne la discipline de fer apprise dans la douleur à Munich, lui apprend à respecter les horaires de tournage, à déchiffrer la psychologie complexe des scénarios et à traiter les réalisateurs avec la déférence due à leur rang. Pendant qu'elle construit patiemment la gloire et l'armure de son amant, sa propre carrière française prend une tournure proprement scandaleuse qui va achever de détruire son ancienne image. Visconti la traîne sur les planches pour une pièce de théâtre élisabéthaine traitant ouvertement d'inceste et de passion charnelle interdite. Le tout Paris se bouscule pour assister à la métamorphose, la bouche bée de stupeur et d'excitation. La petite Sissi incarne une sœur incestueuse, livrant son corps et ses larmes à la luxure théâtrale sous les projecteurs. Les critiques succombent à l'extase collective, découvrant enfin le monstre sacré de la tragédie qui sommeillait sous la couronne de pacotille de l'Autriche. Gabrielle Chanel ne se contente pas de vêtir Romy Schneider, elle la réinvente pièce par pièce pour en faire l'arme absolue du chic parisien. Elle lui impose la rigueur du tweed, la sévérité des perles et redessine sa silhouette pour masquer les premières fêlures d'une âme en sursis. Le visage de l'ancienne enfant chérie de l'Allemagne s'étale désormais en première page de Vogue, de Life, de Paris Match. Dans cette France du début des années 60, Romy et Alain Delon forment le couple le plus photographié, le plus envié et le plus épié d'Europe. Ils éclipsent la fureur de Brigitte Bardot et Roger Vadim, balayent le glamour tapageur de Sophia Loren et Carlo Ponti. Le public consomme leur amour comme un spectacle permanent. On les croise attablés avec Picasso à Cannes, partageant le vertige des nuits de Saint-Tropez ou perdus dans la fumée des cigarettes de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Coco Chanel, qui a adopté la jeune Autrichienne comme une fille spirituelle, lui glisse un jour à l'oreille une sentence gravée au vitriol que Romy n'oubliera jamais. « Une femme ne s'habille pas pour les hommes, ma chérie. Une femme s'habille pour détruire les autres femmes. » Romy applique la consigne à la perfection, sans s'apercevoir que la première femme qu'elle est en train de détruire, c'est elle-même. Pendant que Romy devient l'allégorie de l'élégance européenne, Alain Delon cesse d'être un simple amant pour devenir un monstre sacré. Sa trajectoire artistique s'accélère sous la direction de Visconti, d'Antonioni et de René Clément. Il enchaîne les chefs d'œuvre, de Rocco et ses frères à l'Éclipse, jusqu'aux préparatifs du Guépard. Cette gloire insolente a un prix, celui de l'absence. Les pièces de leur appartement parisien deviennent trop grandes pour elle. Romy attend, seule au milieu des scénarios qu'il lisait autrefois à deux. Delon ne rentre plus, ou alors trop tard, l'esprit ailleurs et les vêtements imprégnés d'autres parfums. La presse à scandale devient le calvaire quotidien de l'actrice. On photographie l'effèbe nationale au bras d'une starlette sur un yacht à Cannes, enlacée avec un mannequin à Saint-Tropez, sortant d'une boîte de nuit romaine avec une danseuse. Romy encaisse, se tait et pardonne avec la ferveur tragique des femmes qui aiment pour l'éternité. Le sacrifice est total, mais l'infidélité change de nature en 1962. Ce n'est plus de la chair de passage, c'est une menace existentielle. Une chanteuse allemande au teint de porcelaine nommée Nico, future icône du Velvet Underground, traverse la vie de Delon et y laisse un enfant de l'ombre, un fils secret que le clan Delon refusera toujours de reconnaître. Puis surgit Francine Canovas, bientôt rebaptisée Nathalie Barthélémy. Une femme divorcée, rapide, tranchante, possédant la même noirceur et le même instinct de fauve câlin, une rivale que Romy n'a pas vu venir. Romy Schneider est alors à des milliers de kilomètres de Paris, enfermée dans la cage étouffante d'un tournage hollywoodien au Mexique. Un film médiocre qu'elle a accepté uniquement pour l'argent, pour s'affranchir de la tutelle financière de son beau-père qui continue de piller ses comptes en Europe. L'air y est lourd, saturé de poussière et de sueur. Épuisée, isolée au milieu d'une équipe qui ne la comprend pas, elle trompe son angoisse en écrivant chaque soir de longues lettres passionnées à l'homme de sa vie. Elle compte les jours, les heures, suspendues au retour. Une fin d'après-midi, en poussant la porte de sa suite après une journée de travail harassante, elle s'arrête net.
Sur la console de l'entrée trône un monticule de végétation déplacée. 50 roses rouges, massives, d'un rouge presque noir qui rappelle la couleur du sang séché. Posée contre le vase, une enveloppe blanche porte son nom. L'écriture est nerveuse, fine, immédiatement identifiable. C'est la plume d'Alain. La missive est d'une concision chirurgicale. Quelques lignes à peine pour liquider 5 ans de passion. Il lui annonce qu'il est parti avec Nathalie, qu'il a vidé l'appartement de la rue de Messine, qu'il s'excuse du désagrément. Il lui demande de ne pas chercher à le revoir. La rupture par procuration est consommée. La jeune femme reste immobile, la feuille entre ses doigts tremblants, sous le sifflement monotone du ventilateur de plafond. Elle ne crie pas. Aucun son ne sort de sa gorge nouée. Le choc psychologique suspend le temps. 1 heure plus tard, son corps rejette violemment cette réalité impossible par des spasmes de nausée sur le carrelage de la salle de bain. Elle relit le texte 10 fois, 20 fois, cherchant une rature, un doute, un signe de folie. Rien. Elle tente de composer le numéro de leur domicile parisien. Le vide de la ligne internationale lui répond par un bourdonnement impersonnel. À 24 ans, Romy Schneider vient d'être vidée de sa substance. Le retour vers la France est un long calvaire de 4 jours sans avaler la moindre nourriture. Lorsqu'elle pénètre enfin dans l'appartement qui fut leur royaume, l'odeur du tabac d'Alain s'est évaporée. Les placards sont béants, dépouillés de ses costumes et de ses livres. Delon a tout emporté, sauf un détail. Au centre de la table basse du salon, posée comme une provocation ou une offrande mortuaire, brille la petite émeraude de leur bague de fiançailles. Romy s'en saisit, l'enferme dans un coffret qu'elle gardera secret jusqu'à sa mort. Les rares intimes qui la reverront après cet épisode noteront un changement définitif dans son regard. Une ombre s'est installée derrière ses pupilles, une tristesse fossile que ni les prochains amants, ni les futurs mariages, ni les récompenses du cinéma ne parviendront à déloger. La princesse Sissi est définitivement morte au Mexique, laissant la place à une tragédienne dont le public va désormais adorer regarder le sang couler sur la pellicule. Après le cataclysme de la rupture mexicaine, Romy Schneider s'enfonce dans un gouffre long de 2 années de dérive absolue. Son corps s'amincit jusqu'à l'effrayant, les verres d'alcool se succèdent pour anesthésier le vide, et elle accepte d'aligner des rôles médiocres dans des productions dont elle méprise profondément le scénario. Le cinéma n'est plus un art pour elle, c'est un sédatif payé au prix fort par des studios trop heureux de capitaliser sur sa détresse. L'argent coule sur ses comptes comme un stupéfiant légal, destiné à masquer la solitude intersidérale de ces nuits parisiennes. Elle tourne frénétiquement pour ne pas hurler face au mur blanc de son appartement. L'industrie du spectacle profite de sa vulnérabilité, achetant son regard brisé pour quelques liasses de billets. Mais le destin aime les virages ironiques et les illusions d'optique. En 1966, à Berlin, sur le plateau d'une adaptation étouffante de Kafka dirigée par Orson Welles, l'actrice croise une silhouette qui semble enfin lui promettre le salut. L'ombre de Delon plane encore sur sa vie, mais cet homme est son antithèse absolue. Il s'appelle Harry Mayen. C'est un metteur en scène et un acteur de théâtre allemand, un intellectuel aux lunettes fines, vêtu d'une sobriété monacale, parlant d'une voix si basse qu'elle impose le respect et le silence autour de lui. Pour Romy, cette retenue germanique est un baume inespéré. Elle a un besoin viscéral d'un abri protecteur, pas d'un nouvel incendie passionnel. L'amour est immédiat, presque thérapeutique. Et le mariage est célébré en juillet de la même année dans la discrétion absolue d'un petit village de la Côte d'Azur. 8 invités seulement, aucune caméra, un secret jalousement gardé contre les vautours de la presse à scandale. 5 mois plus tard, en décembre 1966, la délivrance semble totale lorsque Romy met au monde son premier enfant, David Christopher. Pour la première fois de son existence, la tempête intérieure se tait. Le nourrisson possède les yeux immenses de sa mère et le front dégagé de son père, illuminé par un sourire rare et timide qui bouleverse l'actrice. Romy bascule alors dans une dévotion maternelle d'une intensité farouche qui effraie ses proches. David devient son unique oxygène. Elle l'emmène sur chaque plateau de tournage, l'installe dans chaque avion, balayant les questions indiscrètes des journalistes d'une seule phrase couperet. « Mon unique projet, c'est David ». Elle croit avoir enfin acheté la paix, mais elle a simplement pactisé avec un autre abîme. Car Harry Mayen, l'homme tranquille au calme lénifiant, abrite en réalité un monstre intime que nul ne peut guérir.
C'est un survivant de l'enfer de l'histoire européenne. Durant sa jeunesse, ses origines juives lui ont valu d'être déporté et interné dans les geôles d'un camp de concentration nazi. Les bourreaux l'ont laissé sortir vivant, mais l'horreur, elle, est restée gravée sous sa peau et dans ses insomnies. L'intellectuel est rongé par des dépressions cycliques d'une noirceur insondable, passant des semaines entières muré dans un mutisme de plomb. Il s'enferme dans son cabinet de travail, fuyant la lumière du jour, cherchant le réconfort dans le poison de l'alcool lourd et des médicaments. Romy, habitué au dressage des âmes brisées par son enfance, s'épuise chaque jour à vouloir le sauver de ses propres fantômes. C'est un échec cuisant. En 1969, après 3 années d'une union qui s'est éteinte comme une bougie dans une pièce sans air, le téléphone retentit dans l'appartement parisien de l'actrice. Au bout du fil, le réalisateur Jacques Deray lui propose le premier rôle d'un huis clos sulfureux. Son partenaire à l'écran, précise Deray avec une fausse candeur, sera Alain Delon. Romy fixe le combiné pendant 60 secondes interminables, entendant le battement de son propre sang à ses tempes avant de prononcer un oui qui sonne comme une capitulation. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ses sourires de façade, « Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. Les dés sont jetés, et les anciens amants s'apprêtent à rouvrir les vannes d'un passé que l'on croyait pourtant calciné. » Le film s'appelle « La piscine ». Le tournage s'organise dans une villa somptueuse de Saint-Tropez, écrasée par la chaleur lourde et l'azur violent de l'été 69. 10 jours d'un huis clos oppressant, 4 personnages perdus dans le luxe factice, une eau turquoise et immobile, et surtout les 2 amants les plus iconiques d'Europe réunis face à face après un silence de mort. Les retrouvailles publiques à l'aéroport de Nice entrent immédiatement dans la légende noire du 7e art. Les témoins de la scène rapportent que Romy Schneider est prise de tremblements physiques incontrôlables en apercevant la silhouette d'Alain. Delon s'avance, l'enserre dans ses bras pendant 1 minute entière, sans qu'un seul mot ne vienne troubler ce corps-à-corps tragique. Ce soir-là, alors que l'équipe technique n'a pas encore investi les lieux, ils dînent en tête-à-tête dans la pénombre de la villa. Ce qui s'est dit ou consommé entre eux durant ces heures secrètes restera à jamais scellé par leur mutisme orgueilleux. Mais l'objectif de Jacques Deray, lui, ne ment pas. La pellicule enregistre la vérité brute des corps et des frustrations accumulées. La lourdeur des regards, la tension des silences électriques, la manière presque prédatrice dont Delon observe la peau mouillée de Romy émergeant de l'eau et la caresse interdite de la main de l'actrice sur les omoplates de son ancien bourreau. Les baisers échangés devant l'équipe technique possèdent la violence des vérités trop longtemps tues sous les draps. Un après-midi de plomb, à la suite d'une prise particulièrement éprouvante pour les nerfs, Romy s'isole au fond du parc arboré de la propriété. Alain la suit à pas de loup, guidé par un instinct infaillible. Depuis une fenêtre du premier étage de la villa, Jacques Deray surprend malgré lui leur intimité volée. Les 2 amants sont assis sur la margelle en pierre d'une fontaine décrépite, loin du bruit des projecteurs. Romy pleure à chaudes larmes, le visage enfoui dans ses mains tremblantes, tandis qu'Alain passe un bras protecteur sur son épaule, lui murmurant des mots à l'oreille que le clapotis de l'eau courante dissimule au reste du monde. La conversation dure 20 minutes. 20 minutes d'une confession sans phare entre 2 fauves fatigués de jouer la comédie. Puis, comme 2 professionnels rompus aux mensonges de leur métier, ils se lèvent, essuient la détresse de leur visage et regagnent leur marque sous les sunlights. La scène suivante, celle où leurs personnages se retrouvent après des années d'exil et de rancœur, est gravée dans le celluloïd dès la première prise, d'une perfection terrifiante. Les spectateurs qui visionnent aujourd'hui ce chef-d'œuvre ressentent ce malaise diffus, cette certitude absolue que la caméra a capturé par effraction le deuil d'un amour réel. Lorsque la piscine envahit les salles de cinéma en janvier 1969, le succès public est un raz-de-marée européen sans précédent. Mais sous les applaudissements des cinéphiles et l'odeur du pop-corn, une vérité plus sombre s'impose aux esprits avertis. Ce que le public contemple béat sur l'écran n'est pas une fiction dramatique, c'est l'autopsie filmée d'une rupture définitive, un adieu en direct payé par les producteurs de cinéma. Après le clap de fin, Romy et Alain s'accorderont une dernière nuit blanche dans un Paris désert et pluvieux, des heures de confession nocturne, de pardons arrachés à la fatalité et la promesse solennelle de rester amis jusqu'au bout du chemin.
Ils tiendront parole avec une fidélité exemplaire, ignorant encore que cette amitié tardive sera le tout dernier rempart avant l'effondrement total de la tragédienne. Le triomphe étincelant de la piscine ne se contente pas de laver l'affront du déni allemand. Il braque sur Romy Schneider les projecteurs d'une industrie française en transe, qui se cherche une nouvelle divinité sacrificielle. Du jour au lendemain, les bureaux des producteurs parisiens croulent sous les projets destinés à capitaliser sur cette beauté ravagée par l'exil. C'est le moment précis où Claude Sautet entre dans sa vie pour l'arracher définitivement à ses démons passés et en faire l'héroïne absolue de son cinéma. En 1970, les choses de la vie explosent sur les écrans. Le succès est immédiat, colossal, presque indécent pour un drame intime. Romy n'est plus une actrice en vogue, elle devient le poumon affectif de toute une nation de cinéphiles. Sautet trouve en elle sa muse, son obsession textuelle, sa bête de somme dramatique. Ensemble, ils vont aligner 5 longs métrages qui s'impriment dans la chair du 7e art, de César et Rosalie Amado, jusqu'à Une histoire simple. Cette gamine viennoise que la bourgeoisie autrichienne avait élevée dans du coton pour en faire une potiche impériale, s'impose désormais comme le visage le plus tragique, le plus complexe et le plus indispensable du cinéma moderne. L'institution cinématographique française ne s'y trompe pas et décide d'institutionnaliser ce calvaire permanent. En 1976, lors de la création officielle des Césars, le premier trophée de la meilleure actrice de l'histoire lui est remis en main propre. 3 années plus tard, elle récidive, gravant son nom une seconde fois sur le bronze de la statuette. Elle est la première femme à accomplir ce doublé historique, s'offrant le luxe de régner sans partage sur un pari artistique pourtant impitoyable avec les étrangères. Derrière les sourires de façade et les robes de haute couture payées par les studios, l'envers du décor est une boucherie émotionnelle. Claude Sautet, fatigué de masquer la dérive de sa comédienne, lâchera bien plus tard une formule qui résume l'exploitation de son génie. Romy ne jouait pas, elle se déshabillait l'âme, elle saignait à chaque prise, et moi je me contentais de poser ma caméra devant son agonie. C'est la naissance d'un genre à part entière, le cinéma Sautet-Schneider, des œuvres urbaines et feutrées où des femmes adultes prennent des décisions impossibles sous des dehors de tranquillité bourgeoise. Rien ne bouge en surface, mais tout s'effondre à l'intérieur. Le public se délecte de cette mélancolie sur papier glacé, sans voir que l'actrice donne sa propre vie en pâture à l'objectif. Pendant que l'actrice collectionne les honneurs et les cachets vertigineux, son foyer berlinois prend l'eau de toutes parts. Le mariage avec Harry Mayenne n'est plus qu'une fiction administrative entretenue pour éviter le scandale dans les gazettes. La séparation physique est consommée dès 1973, prélude d'un divorce destructeur qui sera finalisé 2 ans plus tard. Romy ne sait pas vivre seule. La solitude lui inflige des crises de panique que l'alcool ne suffit plus à dissimuler. Au milieu de ce naufrage juridique, elle pose les yeux sur son secrétaire particulier, Daniel Biasini. Il a 22 ans. Il a 11 ans de moins qu'elle, le regard sombre, l'efficacité discrète des hommes de l'ombre et une plastique irréprochable. L'actrice s'entiche de ce jeune homme en quelques semaines, l'épousant dans la précipitation en décembre 1975 pour combler le vide creusé par le départ de Mayen. En juillet 1977, la biologie lui offre un ultime sursis avec la naissance de sa seconde fille, Sarah Magdalena. À 38 ans, Romy Schneider semble avoir bravé la fatalité. Elle est la comédienne la plus puissante de son époque, mère de 2 enfants magnifiques, propriétaire d'appartements cossus à Paris et à Berlin au bras d'un époux jeune et vigoureux. La bourgeoisie applaudit la réussite. Le piège est parfait. Pourtant, dans les coulisses des dîners mondains, les masques se fissurent un peu plus chaque soir. Les proches de la star remarquent une dérive que la maternité ne parvient plus à endiguer. Romy boit plus que de raison, mélangeant le vin blanc et les doses massives d'anxiolytiques pour tenir debout sous la lumière des projecteurs. Elle travaille jusqu'à l'épuisement, dort à peine 3 heures par nuit et passe sans transition de rires hystériques à des crises de larmes inexpliquées au milieu des banquets. Une fêlure ancienne, née dans le froid du pensionnat de Goldenstein et nourrie par les trahisons successives de sa lignée, cherche une issue pour tout dynamiter. Car le premier coup de semonce de la tragédie finale va retentir par un matin ordinaire d'avril 1979. L'actrice est alors recluse dans sa loge parisienne, se préparant pour une énième journée de tournage éprouvante. Le téléphone de la production sonne dans un coin de la pièce. Son assistante décroche.
écoute le messager de l'ombre sans prononcer le moindre mot, puis repose doucement le combiné, le visage totalement vidé de ses couleurs. Romy lève les yeux de son miroir de maquillage, sentant le souffle de la mort traverser la pièce. « C'est Harry », murmure-t-elle avant même que la jeune fille n'ait ouvert la bouche. La sentence tombe. Harry Mayenne, l'intellectuel brisé par les camps de concentration, le père de son fils adoré David, 4 ans. David n'a que 12 ans. L'enfant apprend la nouvelle alors qu'il est assis sur les bancs de son école, convoqué dans le bureau du directeur pour s'entendre dire que son père n'est plus qu'un cadavre. Romy quitte le plateau sur le champ, embarque dans le premier vol pour Hambourg et s'enferme avec son fils dans la pénombre d'une chambre d'hôtel anonyme. Durant 48 heures complètes, la mère et l'enfant s'emmurent dans un silence de tombeau. Refusant de s'alimenter, proscrits du monde extérieur, serrés l'un contre l'autre dans le noir pour tenter d'échapper à la réalité. C'est à cet instant précis que la psyché de Romy Schneider bascule définitivement dans la démence de la culpabilité. Elle refuse les consolations de ses pairs et choisit de s'accuser du crime. Elle répète à ses intimes qu'elle est la seule responsable du geste de Harry, que si elle n'avait pas exigé le divorce, si elle était restée à ses côtés pour border ses nuits d'anciens déportés, l'homme serait encore en vie. Ses amis tentent de lui faire entendre raison, lui rappelant que la mélancolie de Mayenne était une maladie chronique, une blessure de guerre antérieure à leur rencontre que nulle femme ne pouvait refermer. Rien n'y fait. Romy a besoin de ce châtiment intérieur pour nourrir son art et justifier sa propre dérive. Durant les mois qui suivent les obsèques, son comportement inquiète de plus en plus son entourage. L'actrice entame une correspondance macabre et clandestine, passant ses nuits blanches à rédiger de longues lettres enflammées à des fantômes. Elle écrit à son père, Wolf Albach-Reti, le séducteur stérile mort 12 ans plus tôt. Elle confie ses angoisses sur le papier à Edith Piaf, son ancienne confidente de l'ombre, cherchant auprès des morts une absolution que les vivants refusent de lui accorder, sans se douter que le destin s'apprête à lui arracher la seule chose qui la rattachait encore à la surface de la terre. Elle n'écrivait plus seulement à son père ou à Edith Piaf. Romy Schneider avait commencé un dialogue macabre avec Harry Mayenne, son premier époux pendu. Dans le secret de suintement de son bureau parisien, les enquêteurs retrouveront plus tard une boîte en carton bouilli débordante de ses missives d'outre-tombe. Des dizaines de pages d'une écriture convulsive, parfois interrompue au milieu d'une phrase comme si l'actrice d'un coup retournait pour écouter le murmure d'un fantôme debout derrière son épaule. Les vivants l'ennuyaient, les morts l'obsédaient. Pour supporter le poids de ces conversations invisibles, le rituel des substances se durcit. Dès le milieu de l'après-midi, le cliquetis des glaçons dans le verre de vin blanc marque le début de l'anesthésie obligatoire. La nuit venue, le liquide transparent cède la place à la couleur ambrée et agressive du whisky pur. Son jeune époux, Daniel Biasini, feint d'abord de la soutenir, puis la lassitude s'installe devant cette femme qui se liquéfie. Le grand appartement devient le théâtre d'un abandon méthodique. Biasini fuit les crises de larmes, s'absente pour de longs week-ends prolongés, laissant Romy seule avec ses bouteilles vides. Puis viennent les premières rumeurs d'infidélité avec de jeunes starlettes. Des bruits de couloir que Romy encaisse sans un mot, le regard fixe, habitué depuis l'enfance à avaler le mépris pour préserver les apparences. Le corps finit toujours par payer la facture de cette agonie psychologique. En mars 1981, le verdict de la médecine tombe comme un couperet sur sa carcasse fatiguée. Ses reins lâches, rongés par les excès d'alcool, de pilules et de chagrin. L'opération est lourde, invasive, presque barbare pour une femme si exposée. Les chirurgiens lui extirpent le rein gauche dans une clinique parisienne. Romy survit au scalpel, mais elle quitte l'établissement mutilé, barrée d'une cicatrice immense qui traverse son flanc comme un coup de sabre. La douleur physique devient sa compagne de chaque seconde, doublée d'un épuisement absolu que plus aucun sommeil ne pourra réparer. C'est une épave glorieuse qui remonte pourtant sur les plateaux de tournage quelques semaines plus tard. Elle accepte de tourner La Passante du Sans Souci, puis s'enchaîne à un autre projet sous la direction de Bertrand Tavernier. Elle court d'un plateau à l'autre avec la frénésie d'un animal traqué qui sait que s'il s'arrête de courir, ses propres monstres le rattraperont. Au milieu de ce chaos de projecteurs et de maquillage lourd, une seule silhouette la retient encore à la surface de la vie. Son fils.
David. Il a désormais 14 ans. L'enfance s'est évaporée pour laisser place à un adolescent longiligne, d'une élégance timide qui rappelle cruellement les traits de son père défunt. Il possède les mêmes yeux immenses, vertigineux de mélancolie que sa mère. David est un être de silence, d'une douceur presque anachronique dans ce monde de requins du cinéma. Entre la star déchue et ce garçon, le lien n'est pas seulement maternel, il est fusionnel, presque maladif. David ressent chaque vibration de la douleur de Romy. Lorsque l'actrice s'enferme pour pleurer, l'enfant apparaît sur le seuil de la chambre sans que personne n'ait eu besoin de l'appeler. Les professeurs de son collège le décrivent comme un être d'une sensibilité à vif, incapable de supporter la violence du monde extérieur. Dans une interview accordée à la presse européenne durant ses mois de sursis, Romy lâche une confidence qui prend aujourd'hui un écho insoutenable. David est la seule et unique raison pour laquelle je continue de respirer. Le piège du destin est tendu. Il ne manque plus qu'un rayon de soleil d'été pour le refermer à jamais. L'été 1981 s'installe sur la capitale. David insiste pour passer quelques semaines de vacances chez ses grands-parents paternels, les parents de Daniel Biasini, dans leur propriété de Saint-Germain-en-Laye. C'est une demeure bourgeoise, opulente, entourée d'un parc arboré et protégée du regard des curieux par une grille haute en fer forgé ancien. Romy hésite. Une angoisse irrationnelle lui tord l'estomac à l'idée de se séparer de sa boussole. Mais le garçon insiste. Il veut nager dans la piscine, courir dans le jardin, connaître un été normal, loin des vapeurs d'alcool et des dépressions de l'appartement parisien. L'actrice cède. Le matin du 5 juillet 1981, avant le départ de l'adolescent, la mère et le fils partagent un ultime déjeuner. Romy lui prépare des œufs brouillés, lui sert un verre de jus d'orange frais. David, le regard plongé dans celui de sa mère, lui demande de lui raconter une nouvelle fois son enfance dans les Alpes bavaroises. Romy sourit, un vrai sourire oubliant pour un instant ses cicatrices, et évoque la neige immaculée, les lacs gelés d'un bleu d'encre et son vieux berger allemand nommé Bobby. David l'écoute avec cette gravité magnifique qui le caractérise. Lorsque le récit s'achève, le garçon pose sa main sur celle de sa mère et prononce la promesse la plus pure de sa courte existence. « Maman, quand je serai grand, j'achèterai une grande maison près de ces lacs et nous y bâtirons notre propre royaume, rien que tous les deux. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler pour ces gens. C'est moi qui m'occuperai de toi. » Romy dépose un baiser sur son front tiède. À quelques minutes plus tard, la portière de la voiture claque. Ce sera la dernière vision qu'elle aura de son fils vivant. Le dimanche 5 juillet 1981 s'étire dans la torpeur de l'après-midi. Vers la fin de la journée, David rentre d'une promenade, des rêves plein la tête. Arrivé devant la grande propriété de Saint-Germain-en-Laye, il s'aperçoit qu'il a oublié ses clés à l'intérieur de la maison. La grille de fer forgé, haute de plus de 2 mètres, est verrouillée. Au lieu de sonner et de déranger ses grands-parents, l'adolescent décide de l'escalader, un jeu d'enfant qu'il a déjà répété des dizaines de fois pour s'amuser. Mais cette clôture n'est pas un simple morceau de métal. Elle est surmontée de pointes acérées, de lances décoratives en fonte, forgées à l'ancienne pour interdire l'accès aux intrus. Le garçon s'agrippe au barreau, se hisse vers le sommet, s'apprête à basculer de l'autre côté. C'est alors que son pied glisse sur le métal humide ou qu'un morceau de son vêtement se prend dans les volutes de fer. Le corps de 14 ans chute lourdement vers le bas. Dans sa chute, l'une des pointes de fer forgées pénètre profondément dans sa chair, perforant net l'artère fémorale. Le silence de l'après-midi provincial n'est brisé par aucun cri. C'est une agonie muette, rapide, atroce. Le sang chaud inonde le gravier de l'allée. Lorsque les voisins découvrent le corps inanimé de l'enfant quelques minutes plus tard, la terre a déjà bu toute sa vie. L'ambulance hurle dans les rues de Saint-Germain-en-Laye, les sirènes déchirent l'air, mais la mort a été plus rapide que les secouristes. David s'éteint à l'arrière du véhicule sanitaire avant même d'avoir pu franchir les portes des urgences. Il avait 14 ans. Dans son appartement parisien, Romy Schneider attend, un verre à la main. Le téléphone retentit, strident, insupportable. C'est Daniel Biasini qui décroche. L'actrice observe le visage de son mari se décomposer, viré au gris de la cendre. Il lui tend le combiné sans un mot. À l'autre bout du fil, la voix blanche d'un médecin tente d'aligner des mots cliniques pour adoucir l'horreur. Romy ne comprend pas.
Elle hurle de répéter, d'expliquer, de dire que c'est une mauvaise plaisanterie de la presse. Puis la réalité s'abat sur elle avec la violence d'un séisme. L'actrice quitte l'appartement en courant, traverse Paris à perdre haleine, pieds nus sur l'asphalte, sourde aux appels de ses proches. Lorsqu'elle s'engouffre dans la salle d'attente de l'hôpital et que ses yeux se posent sur la silhouette rigide de son enfant couché sous un drap blanc, la tragédienne s'efface devant la mère amputée. Elle lâche alors un cri que les infirmiers et les médecins présents cette nuit-là n'oublieront jamais jusqu'à leur dernier souffle. Un hurlement inhumain, guttural, sauvage, le cri d'une bête blessée à mort à qui l'on vient d'arracher ses entrailles. Car ce deuil impossible allait achever de consumer les derniers vestiges de sa raison. Les journées qui succèdent à ce dimanche sanglant ne sont qu'un immense trou noir dans la mémoire de Romy Schneider. L'actrice avance comme une automate programmée par la douleur, shootée aux sédatifs puissants fournis par des médecins impuissants. Il y a la mise en bière, le défilé des visages hypocrites du cinéma, venus chercher un frisson de drame réel pour alimenter les chroniques mondaines, les couronnes de fleurs géantes payées par les productions. Il y a ce cercueil trop petit que l'on descend dans la terre froide d'un cimetière de campagne sous les flashs des paparazzis cachés derrière les tombes. Romy ne pleure plus. Ses larmes se sont taries à l'hôpital. Elle regarde la terre recouvrir le seul être qu'il aimait pour ce qu'elle était, et non pour l'icône Sissi ou la star de Sautet. L'enterrement s'achève dans le sifflement du vent d'été, laissant une femme de 42 ans debout au bord du gouffre. Le témoin silencieux de cette tragédie n'est plus la grille de fer forgée de Saint-Germain-en-Laye, mais cette bouteille de vin blanc qui l'attend désormais chaque soir sur son bureau parisien, à côté de cette plume qu'elle finira par reposer un matin de mai, définitivement vaincue par la tristesse. On enterre les restes de David dans la solitude glaciale d'un enclos paroissial à Boissy-sans-Avoir, un village minuscule suffocant sous le silence de la campagne, à 1 heure à peine de la fureur parisienne. C'est un cimetière de campagne presque dissimulé derrière des haies vives, le genre d'endroit secret où les morts ne sont pas dérangés par l'indécence des vivants. Romy a exigé ce dépouillement absolu. Elle voulait à tout prix soustraire la dépouille de son fils unique aux objectifs obscènes des paparazzis et à la curiosité voyeuse d'un public qui se nourrit de ses larmes depuis trop d'années. Durant toute la cérémonie, l'actrice ne verse pas une seule larme. Sa fontaine de douleur est totalement tarie. Elle avance d'un pas mécanique, telle une somnambule guidée par un fil invisible, traversant la foule des endeuillés avec une politesse qui glace le sang des assistants. Elle salue les quelques proches présents d'un sourire étrange, figé, presque mondain, comme si elle accueillait des invités triés sur le volet pour un dîner de gala dans ses salons parisiens. Le cinéma l'avait dressée depuis l'enfance à feindre la joie. Elle livre ici sa performance la plus terrifiante. Les témoins de ce calvaire confieront plus tard avoir guetté la seconde exacte où ses genoux lâcheraient sous le poids de l'horreur. Mais Romy reste droite. Elle tient debout jusqu'au dernier psaume, jusqu'à ce que la foule se dissipe enfin, lassée par cette absence de grand spectacle dramatique. Quand le silence retombe sur l'enclos et que les fossoyeurs achèvent de jeter la terre grasse sur le cercueil de 14 ans, Romy Schneider refuse de quitter les lieux. Elle se laisse glisser et s'assoit à même la pierre fraîche de la sépulture. Elle y reste des heures entières, seule sous un ciel de plomb, engagée dans un soliloque terrifiant avec le néant. Elle murmure des secrets à la terre, raconte les rires perdus des Alpes bavardes, supplie ce cadavre de lui pardonner d'être encore en vie et lui jure dans un souffle que l'attente sera de courte durée. Le pacte avec la mort est signé sur le marbre. Ce soir-là, le chauffeur qui la ramène vers la capitale observe son regard mort dans le rétroviseur central. Durant tout le trajet, aucun son ne sort de sa bouche. Paris défile à travers les vitres teintées, une suite de néons agressifs qui n'éclairent plus rien. Elle pénètre dans son appartement, verrouille la porte derrière elle et donne le coup d'envoi officiel des 10 derniers mois de son agonie programmée. Le vide domestique est total. Daniel Biasini a déserté les lieux bien avant que le sang ne coule sur la grille de Saint-Germain-en-Laye, emportant avec lui ses illusions de jeunesse et ses lâchetés d'homme entretenus. Romy se retrouve recluse avec sa petite Sarah, 4 ans, témoin innocent d'un désastre qu'elle ne peut pas encore comprendre. Et Laurent Pétain, un producteur français qui vient d'entrer dans sa vie comme un garde-malade de la dernière heure. Pétain déploie une énergie désespérée pour la retenir à la vie. Il cuisine des plats qu'elle ne touchera pas, l'installe de force sous les rayons d'un soleil d'automne qui ne la réchauffe plus, lui impose de mornes promenades le long des boulevards déserts. Mais la mécanique est définitivement cassée.
Romy Schneider ne se nourrit plus. Le vin blanc glacé remplace l'existence dès l'aurore. Les pilules pour s'endormir croisent les amphétamines pour feindre le réveil, le tout noyé sous les analgésiques surpuissants destinés à calmer la morsure de sa cicatrice au rein. C'est une carcasse empoisonnée qui refuse pourtant de renoncer au seul stupéfiant qu'elle maîtrise encore, le cinéma. Quelques semaines à peine après le drame, un projet de film plane au-dessus de sa tête comme un vautour. La production était planifiée de longue date et Jacques Rouffio s'apprête à tourner La Passante du Sans Souci, une adaptation du roman noir de Joseph Kessel. Le scénario est d'une cruauté cynique que seul le cinéma s'est inventé, l'histoire d'une femme brisée qui perd son enfant et consacre le reste de ses forces à venger cette disparition sacrilège. Ses intimes la supplient de refuser, lui hurlent que ce miroir tendu vers son propre deuil va achever de lui broyer le cerveau. Romy s'entête avec la fureur des damnés. Elle fixe Rouffio et lui impose sa condition. « Je veux dédier ce film à la mémoire de David. Si nous ne tournons pas ces scènes, sa mort n'aura aucun sens. » Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ses sourires de façade et d'assister aux dernières minutes d'une icône à bout de souffle. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. Le tournage débute en septembre 1981 dans une atmosphère de morgue clinique. Ce que les techniciens et les partenaires de jeu observent sur le plateau relève du martyre sacré. Avant chaque prise, Romy Schneider s'effondre en larmes dans son coin, secouée par des spasmes de douleur pure. Puis, au signal du metteur en scène, la professionnelle prend le dessus avec une précision chirurgicale presque surnaturelle. Elle récite son texte, offre son visage ravagé à la lumière, incarne la détresse d'une autre. Dès que le mot « coupé » retentit, le masque tombe et les pleurs reprennent là où ils s'étaient arrêtés. L'horreur invisible des coulisses dépasse la fiction des scénaristes les plus sombres. Un assistant de direction racontera qu'un après-midi, l'actrice s'est enfermée à double tour dans sa loge de transit. Derrière la cloison mince, on l'entendait converser à voix haute, animée d'une tendresse folle, s'adressant à un interlocuteur invisible. Elle parlait à David, réglant les détails d'un avenir qui n'existait plus pour personne. Quelques jours plus tard, le chef maquilleur assiste à une scène qui va glacer l'équipe entière. Le découpage technique prévoit une séquence hautement pathogène. Le personnage de Romy doit serrer contre son cœur un jeune comédien blond, un enfant d'une dizaine d'années qui possède la même candeur que son fils disparu. À l'annonce de la scène, Romy vire au blanc de la chaux dans sa cabine de maquillage. Elle refuse de sortir pendant 1 heure entière, murée dans une terreur panique. Lorsqu'elle consent enfin à fouler le plateau, elle s'avance vers le gamin, l'enserre dans ses bras une seule et unique fois, jette sa tirade d'un seul mouvement de gorge et se réfugie instantanément dans sa claustration. Jacques Rouffio, comprenant qu'il joue avec la vie même de sa star, interdit formellement la moindre seconde prise. L'image qui subsiste dans le montage final est cet instant unique, une captation brute du deuil maternel impossible à rejouer. Le film sort sur les écrans en avril 1982. Romy Schneider se plie au rituel de la première générale. Devant les rideaux de pourpre, elle offre son plus beau sourire de cire aux objectifs des photographes, joue la comédie de la résurrection pour rassurer les investisseurs, puis s'engouffre dans une voiture noire pour regagner l'enfer de son appartement du 7e arrondissement. Le compte à rebours touche à sa fin. Les dernières semaines de son existence, reconstituées par les rares survivants de son entourage, dessinent le portrait d'une femme qui a déjà quitté le monde des vivants. Le sommeil n'est plus qu'un lointain souvenir. Une trêve de 2 ou 3 heures arrachée à la conscience par l'ingestion simultanée de plusieurs flacons de barbiturique. La nourriture est devenue une hérésie. Si un proche la supplie de s'alimenter, elle dupe la vigilance en grignotant un morceau de pain rassis ou un éclat de fromage, avant de repousser l'assiette avec un dégoût profond. Le chablis coule à flot constant, parfois alterné avec de la vodka pure pour accélérer la chute. Ces conversations ne tournent plus qu'autour d'un seul axe. David. Toujours David. Un dimanche de mars 1982, une amie fidèle pousse la porte de sa chambre. Romy est allongée sur son lit entièrement vêtue, les yeux grands ouverts fixés sur le plafond avec une immobilité de statue funéraire. Devant cette dérive, l'amie lui demande s'il faut faire venir un grand médecin de garde. La réponse de Romy tombe avec la froideur d'un verdict sans appel. « Je n'ai pas besoin d'un médecin, j'ai besoin de David. » Dans ce dépouillement final,
Romy Schneider commence à se détacher de ses biens matériels avec la méthode d'une femme qui prépare sa valise pour l'exil définitif. Elle offre sa bague fétiche à une habilleuse de plateau, distribue ses tailleurs Chanel les plus précieux à une voisine de palier, liquidant les vestiges de sa gloire passée comme des parcelles d'une identité qu'elle refuse désormais de porter. Elle efface ses propres traces. Les bijoux offerts par les puissants de l'industrie ne sont plus que des colifichets stériles. Elle n'attend plus rien des vivants, elle a déjà rejoint la cohorte de ces spectres. La boucle de son destin tragique s'apprête à se refermer là où tout avait commencé, dans la pénombre de ce bureau de la rue Barbet de Jouy. Les lettres inachevées aux morts s'accumulent, la plume reste ouverte sur le papier blanc, et le cristal du verre de vin blanc vide attend l'aube du 29 mai pour sceller le dénouement. Romy Schneider n'a pas été terrassée par une défaillance cardiaque ordinaire, elle a simplement cessé de feindre de respirer dans un monde déserté par son enfant. Le cinéma européen venait de perdre sa plus belle reine, consumée par une tristesse si vaste qu'aucun écran ne fut assez grand pour la contenir. Que cache réellement le silence des appartements parisiens après le départ des idoles? La réponse s'est éteinte avec elle, laissant un continent entier face au deuil éternel d'un sourire qui n'appartenait déjà plus à la terre. Elle commence à liquider son existence avec une méthode chirurgicale qui aurait dû glacer le sang de ses proches. À son agent artistique, elle offre une boîte en carton bouilli contenant l'intégralité de sa correspondance intime. Des reliques de papier jauni qui racontent l'envers sordide du Star System. À Laurent Pétain, son dernier compagnon, elle tente une montre de grande valeur, celle-là même que son père biologique, Wolf Halbach-Retty, lui avait offerte pour ses 20 ans. Un bijou chargé d'absence, de trahison masculine et de promesses non tenues. Lorsque son entourage s'inquiète de cette générosité soudaine, elle esquisse un sourire blafard, une simple crispation de lèvres privées de la moindre lumière. Elle murmure que tout cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Le signal d'alarme est flagrant, mais la bourgeoisie parisienne préfère fermer les yeux pour ne pas gâcher la fête. Personne ne veut décoder le testament d'une femme encore vivante. Quel mystère scellait donc ce renoncement méthodique? À la fin du mois d'avril, Romy Schneider s'isole à nouveau dans le petit cimetière rural de Boissy-sans-Avoir. Elle passe des journées entières assise sur la terre fraîche qui recouvre le corps de David, un cahier d'écolier posé sur les genoux. Elle écrit à la ligne, noircie des pages entières d'une encre nerveuse. Ce ne sont pas des notes de lecture, ce sont des missives quotidiennes adressées à son fils mort, des chroniques de sa propre agonie qu'elle ramène ensuite à Paris pour les enfermer dans une boîte secrète sur son bureau. Le dialogue avec l'au-delà remplace définitivement le commerce des vivants. Puis, un soir de détresse absolue, elle décroche son combiné téléphonique pour composer un numéro qu'elle n'a plus composé depuis des décennies. Elle appelle Alain Delon. La conversation dure 2h40 sous le sifflement de la ligne internationale. Delon confessera bien plus tard qu'il avait compris que Romy passait en revue les troupes de son passé, qu'elle tirait sa révérence, mais son orgueil d'homme a refusé de croire à l'imminence du gouffre. Il lui propose l'illusion d'une cure de désintoxication dans une clinique huppée en Suisse. Elle feint d'accepter pour la semaine suivante. Une semaine qui n'était inscrite sur aucun calendrier. Au début du mois de mai 1982, Laurent Pétain tente un ultime sursaut en l'emmenant à la campagne, loin du bourdonnement morbide de la rue Barbet de Jouy. Romy marche dans les hautes herbes, lit des manuscrits qu'elle ne tournera jamais, fixe l'horizon avec une fixité de condamnée. Un après-midi, la jeune fille de Laurent s'approche d'elle et lui pose une question d'une innocence dévastatrice. « Pourquoi ne souris-tu jamais, Romy ?» L'actrice se retourne, force ses muscles fatigués à dessiner un sourire immense, théâtral, parfaitement vide. Elle répond qu'elle a simplement oublié la méthode, mais qu'avec elle, elle réapprendra. L'enfant s'éloigne, rassuré par cette façade hollywoodienne. Ce soir-là, Romy Schneider s'enferme dans sa chambre et pleure toutes les larmes de son corps jusqu'au lever du jour, sous le regard impuissant de son compagnon qui écoute les sanglots à travers la cloison. La comédie humaine touche à sa fin. Le vendredi 28 mai 1982, une chaleur lourde et moite s'abat sur les boulevards parisiens. Romy est revenue dans la capitale pour honorer un rendez-vous professionnel avec son agent. On y parle d'un nouveau projet de film avec un jeune réalisateur prometteur de la nouvelle génération. Une énième tentative de l'industrie pour exploiter son génie blessé. Le soir, elle dîne dans un restaurant du quartier avec une amie proche.
Les témoins rapportent qu'elle ne touche presque pas à son assiette, mais qu'elle affiche une animation nerveuse, presque suspecte. Elle évoque le voyage à venir en Suisse, la croissance de sa petite Sarah, les projets d'un été qu'elle sait pourtant inaccessible. Elle rentre à son appartement de la rue Barbet de Jouy vers 23 heures. La petite Sarah dort paisiblement dans la pièce d'à côté sous la surveillance d'une gouvernante. Laurent Pétain est retenu en province pour ses affaires. À 21 heures, il l'avait appelée pour lui dire son amour. Elle lui avait répondu sur le même ton, promettant de se coucher tôt pour reposer ses traits fatigués. Ce fut son dernier mensonge. Minuit sonne au clocher voisin. Romy Schneider n'est pas au lit. Elle débouche une énième bouteille de vin blanc, installe une feuille blanche sur son bureau en bois sombre et saisit son stylo. Ce qu'elle couche sur le papier cette nuit-là ne sera révélé que par bribes, sous le couvercle de la censure familiale. Les quelques lignes retrouvées disent l'essentiel du naufrage. « David, mon amour, je n'en peux plus. Je ne veux pas faire de mal à Sarah. » Le texte s'arrête net, la plume glissant sur le papier dans un mouvement désordonné. Le cœur de l'actrice flanche à 5 heures du matin, brisé par l'accumulation méthodique de 10 mois de calmants, de barbituriques, d'antidépresseurs et de litres d'alcool blanc. L'autopsie officielle conclura poliment à une crise cardiaque pour préserver la mémoire de l'icône, mais la table de travail jonchée de tubes vides raconte une toute autre vérité. Le corps de 43 ans, usé comme celui d'une femme de 60 ans par l'exploitation féroce des studios et le deuil de son fils, avait simplement décidé que la mascarade avait assez duré. Au matin du 29 mai, Laurent Pétain pousse la porte du bureau et découvre le corps inanimé de sa compagne, affalé sur la table de travail, la plume fermée sous ses doigts froids. Dans la chambre adjacente, la gouvernante n'a rien entendu et la petite Sarah s'éveille sans savoir qu'elle est désormais orpheline. À 10 heures, la dépêche s'abat sur les rédactions françaises comme un coup de tonnerre. Avant midi, le monde entier est sous le choc. En Italie, les flashs d'information interrompent les programmes de la RAI. En Allemagne, les chaînes nationales bouleversent leur grille pour diffuser la trilogie Sissi en signe de deuil national. Une hypocrisie suprême pour celle qui avait fui son pays d'origine pour échapper à ce carcan. Aux États-Unis, les grands quotidiens consacrent leur une à la tragédie de la rue Barbet de Jouy. En Espagne, les exploitants de salles ouvrent leurs portes gratuitement pour projeter ces chefs-d'œuvre. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine, les voix des présentateurs de radio se brisent en direct en lisant la notice nécrologique de la plus grande tragédienne du siècle. Mais l'image qui restera gravée dans les mémoires est celle d'un homme solitaire franchissant les grilles du petit cimetière de Boissy-sans-Avoir à la nuit tombée. Alain Delon arrive seul, sans chauffeur, sans garde du corps, sans la meute des photographes qu'il a semés sur l'autoroute. Il progresse entre les tombes, s'arrête devant la fosse fraîchement comblée de Romy et s'effondre à genoux dans la poussière pour y passer des heures entières. Le cynique absolu du cinéma français est terrassé par le remords. Le soir même, enfermé dans son bureau, il rédige une lettre ouverte d'une violence émotionnelle inouïe qui s'étalera le lendemain dans les colonnes de Paris Match. Pour la première fois, l'Éphèbe nationale confesse son crime. Il l'a aimée. Il n'a jamais cessé de l'adorer. Et leur rupture de 1963 reste la décision la plus lâche et la plus destructrice de son existence. Le bouquet de 50 roses et le billet d'adieu du Mexique étaient les armes d'un lâche qu'il portera comme un stigmate jusqu'à sa propre mort. La phrase finale de cette missive va faire pleurer l'Europe entière. « Tu es avec ton petit maintenant, ma poupée. Et pour la première fois depuis tant d'années, j'espère que tu es en paix. » En utilisant ce diminutif secret, ma poupée, Delon signait devant des millions de lecteurs l'arrêt de mort de son propre cœur. Les obsèques officielles sont célébrées le 2 juin sous une pluie fine et glaciale qui rappelle l'esthétique grise des drames de Claude Sautet. La presse est formellement bannie par le service d'ordre. Le clan se resserre autour du cercueil d'acajou. Magda Schneider, la mère terrible, la favorite déchue du Berghof, se tient droite du haut de ses 72 ans. Elle refuse de s'asseoir sur le banc de l'église, fixant la bière de sa fille unique avec un regard sec, dépourvu de la moindre larme. Une froideur de marbre qui indigne les rares intimes. Le vieux curé du village balbutie quelques mots impersonnels en français sur la souffrance des mères et le repos des âmes. Au premier rang, Alain Delon, Daniel Biasini et Laurent Pétain forment la trinité des hommes qui ont aimé et détruit cette femme, réunis dans une culpabilité commune. La petite Sarah,
âgée de 5 ans, est absente de la cérémonie. On lui a menti, prétendant que sa mère était partie pour un long voyage de tournage à l'étranger. Il faudra des années de silence pour lui avouer la cruauté des faits. Romy Schneider est descendue dans la fosse de Boissy-sans-Avoir pour y rejoindre David, scellant la promesse faite lors de leur dernier petit déjeuner parisien. C'est alors que les fossoyeurs découvrent une clause secrète qui ne figurait sur aucun registre administratif officiel. La sépulture de l'actrice n'a pas été creusée à côté de celle de son fils, mais directement au-dessus, dans le même périmètre de terre meuble. C'était une exigence absolue de Romy, confiée à Laurent Pétain lors de ses nuits de délire. Elle voulait que ses restes reposent à 1 mètre à peine au-dessus du petit corps de son enfant, recouvrant sa carcasse de ses propres os, comme elle le faisait autrefois dans le lit de la rue de Messine pour le protéger du froid de l'hiver. Une superposition charnelle qui a fait reculer les employés des pompes funèbres. L'histoire officielle s'arrête sur cette image de dévotion morbide. Pourtant, un détail terrifiant est apparu bien plus tard, lors d'une confidence tardive accordée par le vieux fossoyeur du village à un journaliste d'investigation. Cet homme, au soir de sa vie, a révélé un secret qui glace encore les rares initiés. Le vieil employé des morts a raconté que quelques années après l'inhumation, lors d'une inspection nocturne de routine destinée à vérifier l'étanchéité des voûtes souterraines sous la pluie d'automne, il s'est introduit dans le caveau familial des Schneider. À la lueur de sa lampe torche, rappelant la silhouette sinistre des religieuses du pensionnat de Goldenstein, il s'est approché de la double dalle. Le silence du sous-sol était total, interrompu seulement par le suintement de l'eau sur la pierre. En abaissant son faisceau de lumière vers la base du cercueil supérieur de Romy, il s'est aperçu que le bois avait travaillé sous la pression de la terre. Une fissure s'était ouverte le long du flanc gauche. Et là, émergeant de l'obscurité de l'acajou dégradé, 2 mains blanches de marbre reposaient parfaitement visibles, posées bien à plat au-dessus du linceul, exposées à la lueur crue de la lampe. Romy Schneider avait enfin trouvé le sommeil éternel, mais elle dormait toujours selon la règle inflexible du couvent, les mains apparentes, offertes sans défense au regard des ombres. Le verre de vin blanc vide de la rue Barbet de Jouy s'est tu depuis longtemps, laissant ce cristal brisé comme le témoin silencieux d'une femme qui n'aura jamais pu cacher sa douleur, ni aux vivants, ni à la terre. Ce secret n'était pas inscrit dans les rapports de police, ni dans les nécrologies larmoyantes des gazettes parisiennes. Il a fallu attendre les confessions tardives du vieux fossoyeur de Boissy-sans-Avoir bien des années après que la terre se soit refermée sur le double drame pour que la dernière pièce du puzzle ne soit révélée. Cet homme, habitué au silence des tombes et à la routine de la mort, a raconté qu'un rituel clandestin brisait la solitude de l'enclos paroissial chaque semaine. Bien avant l'ouverture des grilles, alors que la brume matinale enveloppait encore les croix de pierre, un taxi parisien s'arrêtait le long du fossé. Une vieille femme en descendait seule. Elle n'attendait pas qu'on lui ouvre. Elle grillait cigarette sur cigarette devant le fer forgé fermé, les mains tremblantes de froid et de nicotine. Dès que la serrure claquait, elle marchait d'un pas lourd, sans un regard pour les autres sépultures, directement vers la dalle de marbre sous laquelle reposaient Romy et David. Là, elle s'asseyait à même le sol humide, ouvrait un sac usé et commençait à lire à haute voix. Elle lisait pour sa fille et son petit-fils. Parfois, c'étaient les contes enfantins que David aimait feuilleter avant que la mort ne le cueille sur une grille. Parfois, c'étaient ses propres lettres intimes, des confessions tardives qu'elle n'avait jamais osé poster de son vivant. Mais un matin, le fossoyeur s'est approché à pas de loup, intrigué par l'inflexion dramatique de cette voix brisée par l'âge. Ce qu'il a entendu ce jour-là dépasse l'entendement. Magda Schneider, l'ancienne favorite d'Adolf Hitler, la comédienne courtisée par les monstres du Troisième Reich, celle dont la fortune et la carrière avaient été bâties sur le sang et les ruines du XXe siècle, était agenouillée dans la boue. Elle lisait à sa fille morte le scénario original de Sissi. Elle déclamait, phrase après phrase, ces dialogues sirupeux, cette fiction pastorale d'une pureté artificielle qui avait fait la gloire de Romy avant de devenir le premier instrument de sa destruction intime. Magda lisait pendant des heures sous le ciel gris, s'accrochant à chaque réplique comme si le celluloïd possédait le pouvoir magique de remonter le temps. Elle tentait désespérément de ramener sa fille à l'état de cette adolescente lumineuse de 16 ans, avant que l'industrie du spectacle ne la mutile, avant que les hommes ne la trahissent, avant que le monde ne lui inflige l'insupportable.
C'était l'aveu d'un crime éducatif majeur commis en public devant 2 cadavres. Le fossoyeur écoutait ce monologue schizophrène, glacé par la culpabilité d'une mère qui réalisait enfin qu'elle avait elle-même armé le bras du destin. Magda Schneider a répété ce pèlerinage morbide durant 14 longues années, jusqu'à son propre souffle ultime en 1996. Mais sa dernière volonté, rédigée par des avocats pointilleux, allait achever de signer sa propre sentence. Elle a exigé d'être enterrée loin, très loin de la France, dans la terre allemande de ses anciens privilèges. Elle refusait catégoriquement de reposer près de Romy. Les cyniques diront que c'était de la pudeur. La vérité est plus sombre. Magda Schneider avait peur du jugement des morts. Elle savait que chaque jalon de la tragédie prenait sa source dans ses propres choix. Ce pensionnat autrichien glacial, ce beau-père cupide qu'elle avait installé dans le lit familial, cette carrière imposée par la force alors que son enfant ne rêvait que d'art et de liberté. Magda a choisi de fuir le face-à-face éternel, laissant enfin Romy seule avec son petit garçon à l'abri de sa domination toxique. Reste à savoir si le public, lui, acceptera un jour de lâcher sa proie. Plus de 40 ans ont passé depuis la nuit fatale de la rue Barbet de Jouy et pourtant, le marché de la nostalgie refuse de laisser Romy Schneider reposer en paix. Chaque année, son visage s'affiche en couverture des magazines, ses yeux mélancoliques s'étalent sur les affiches des rétrospectives mondiales, et les musées du cinéma exploitent les reliques de son calvaire. Sa filmographie n'est plus une simple suite de divertissements. Elle est devenue une œuvre sacrée, un passage obligatoire pour quiconque veut comprendre la vérité de la tragédie humaine. Les nouvelles générations de cinéphiles découvrent les choses de la vie et restent interdites devant cette intensité brute. Ils visionnent la piscine et saisissent pour la première fois ce que signifie le magnétisme sexuel et la cruauté psychologique entre 2 fauves qui s'aiment et se détruisent à l'écran. En contemplant une histoire simple où la passante du sans-souci, le spectateur moderne comprend qu'il n'est pas face à une actrice qui applique une méthode, mais face à une femme qui livre sa propre chair à l'objectif pour payer sa dette à l'existence. L'institution cinématographique française a scellé ce martyre en créant, en 1984, le prix Romy Schneider, destiné à récompenser les espoirs féminins du 7e art. Une distinction prestigieuse qui sonne comme une mise en garde pour la jeunesse. Porter ce nom, c'est accepter l'héritage de la fêlure. Sa fille cadette, Sarah Magdalena Biasini, aujourd'hui adulte, a choisi de briser le silence familial en publiant un récit d'une noirceur poignante sur cette absence majuscule. C'est le témoignage d'une enfant condamnée à grandir à l'ombre d'une icône que le monde entier s'approprie, alors qu'elle-même n'a aucun souvenir charnel de la femme qui l'a mise au monde. Dans ce texte écrit avec le sang des survivants, Sarah pose des mots terribles sur son grand vide intime. Elle explique que face aux questions des curieux, elle doit toujours opposer la même formule clinique. Je n'ai pas de souvenir d'elle. Je n'ai que des images de cinéma, des photographies glacées et des témoignages de tiers. La mère réelle, celle qui lui donnait le biberon à 3 ans dans la pénombre de l'appartement parisien, cette femme-là a été volée par le public et personne ne pourra jamais la lui restituer. C'est le verdict ultime de cette héroïcien de l'histoire. Romy Schneider a été dépouillée de tout, méthodique, par ceux qui prétendaient l'aimer. Un père absent qui l'a abandonné pour les planches, une mère entremetteuse qui l'a vendu au studio, un amant de 20 ans qui lui a brisé le cœur par une lettre lâche, un premier mari qui s'est pendu pour fuir ses propres démons, et un fils unique dont le sang a coulé sur le fer forgé d'une clôture bourgeoise. Elle a perdu sa bataille contre une mélancolie qui la rongeait depuis 5 décennies, mais son empreinte esthétique est restée inaltérable. Aujourd'hui encore, dans le secret des loges de théâtre ou sur les plateaux de tournage du monde entier, lorsqu'une comédienne s'apprête à affronter un rôle trop lourd pour ses épaules, les metteurs en scène murmurent une consigne mystique : il faut y mettre l'âme de Romy. Cela ne signifie pas bien jouer. Cela signifie tout donner, sans réserve, sans filet, accepter de se rompre l'esprit et de souffrir réellement devant la caméra, pour que le mensonge du cinéma devienne une vérité absolue pour le spectateur. Des cinéastes majeurs, aux univers pourtant opposés, de Pedro Almodovar à Wong Kar-wai, en passant par François Ozon, revendiquent cette influence comme une profession de foi. Almodovar confessera qu'en dirigeant Penélope Cruz sur le tournage de Volver, il lui a imposé de visionner une histoire simple à 3 reprises avant chaque prise complexe. Il voulait qu'elle comprenne comment une femme peut pleurer sans verser une larme, comment le désespoir peut s'exprimer par la simple tension d'un coup
ou la fixité d'un regard, sans jamais hausser le ton. Romy Schneider n'est pas une figure du passé. Elle est la référence vivante de la douleur moderne. Les actrices d'aujourd'hui, qui n'étaient pas nées lorsque son cœur a cessé de battre, évoquent son souvenir comme celui d'une sœur aînée toujours présente dans la pénombre des studios, prête à leur dicter le prix de la vérité dramatique. Le mystère s'infiltre jusque dans les murs de sa dernière demeure parisienne, rue Barbet de Jouy. La locataire, qui a repris l'appartement quelques années après le drame, a confié aux journalistes des détails étranges qui troublent le sommeil des Cartésiens. Elle affirmait que parfois, en rentrant le soir, elle découvrait sur le bois sombre du bureau des objets minuscules qu'elle n'avait jamais possédés. Une plume de calligraphie ancienne, une feuille de papier blanc pliée en 4, une épingle à nourrice dorée. Des riens, des traces infimes qu'une femme obsédée par l'écriture et les correspondances avec les morts aurait pu laisser derrière elle dans sa hâte de quitter le monde. Les sceptiques ricaneront, évoquant l'imagination fertile d'une occupante influencée par la mythologie des lieux. Mais les maisons ont de la mémoire, et les murs retiennent la sueur de ceux qui ont agonisé entre leurs cloisons. En contemplant cette existence qui ressemble, scène après scène, à une tragédie antique où chaque joie est immédiatement payée par un deuil, une interrogation s'impose. Combien de fois un être humain peut-il se briser avant que la mécanique de la vie ne refuse de repartir ? Quel poids de cadavres pouvons-nous porter sur nos épaules avant que nos propres poumons ne s'arrêtent de chercher l'air ? Chacun d'entre nous, derrière son écran, doit faire face à cette même balance morale. Quel prix sommes-nous prêts à négocier pour atteindre la gloire ? Point 5. Pour préserver l'illusion d'un grand amour ou pour satisfaire l'ambition de parents qui nous exploitent ? Point 5. Romy Schneider n'a rien choisi de ce qui a fait sa légende. Elle n'a pas choisi le costume de Sissi. Point 5. Elle n'a pas choisi la lâche rupture d'Alain Delon. Elle n'a pas choisi le supplice de son enfant. Point 5. Elle a simplement passé sa vie à porter les décisions des autres, payant de sa propre chair les scénarios écrits par des tiers. Point 5. C'est là que réside le véritable danger de sa mémoire. Sa tragédie n'est pas celle de la fatalité, c'est celle de la soumission précoce au désir des puissants. Elle avait 43 ans ce matin de mai. Point 5. Si le destin ne l'avait pas vidée de sa substance, elle aurait 87 ans aujourd'hui. Elle aurait pu guider les pas de sa fille écrivain, 1.5, caresser le visage de ses petits-enfants et découvrir que la sérénité était possible loin des projecteurs. Point 5. On ne lui a pas laissé le temps d'atteindre ce havre. Le témoin silencieux de ce désastre reste ce cristal de vin blanc vide sur le bureau parisien. Point 5. Un verre que plus personne ne viendra remplir. Point 5. Laissant une lignée éteinte et un continent entier face au deuil éternel d'une femme qui appartenait déjà à l'ombre, bien avant que la terre ne la recouvre.